Malgré tous les années de collège et les années de lycée, j'ai toujours eu un problème avec l'histoire géo. Le problème principal venant qu'il y a et l'histoire et la géographie enseignées dans une seule matière, ce qui n'a déjà aucun sens. Mais plus que ça, la façon de faire l'histoire, les programmes designés aux couleurs de la Troisième République, moi, ça collait pas. Il a fallu que j'attende 2 années de fac pour que je sache enfin ce qu'est l'histoire et qu'elle me plaît en fait réellement. Parce qu'on est dans un contexte tout à fait différent. On est face à un chercheur qui, après des années de recherche, nous délivre son savoir de façon construite. Fallait-il préciser qu'il nous interroge dessus à la fin et que c'est lui qui met la note finale et que ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus, mais enfin bon. Outre le fait qu'on soit sanctionné sur la connaissance qu'on a de la matière d'une personne et de la façon dont elle a présenté avec son regard une partie de l'histoire, il est tout de même assez intéressant de savoir qu'est-ce qui fait sa matière et pourquoi est-ce qu'il nous l'enseigne en fait. Mais l'histoire, comment la définit-on ? Il y a 2 façons de voir les choses principalement. Tout d'abord, l'histoire au sens ce qui a fait l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'humain, dans ses réalités diverses telles que se sont succédées au cours des années, a produit ce que nous sommes aujourd'hui. Une autre définition de l'histoire, c'est celle qu'ont tous les gamins qui ont eu un 7 en histoire un jour, c'est celle de l'histoire du passé, les contes du passé. On raconte ce que des humains, comme nous, ont fait, mais dans un temps d'avant, et que ça sert pas à grand chose, parce que du coup, ils sont morts, et puis nous, ça nous concerne plus. Et d'ailleurs, étymologiquement, histoire vient d'historia, qui signifie enquête. Parce que ce soit une enquête, d'accord, mais une enquête sur quoi exactement ? Et puis une enquête par qui ? Enfin bon, l'introduction est déjà beaucoup trop longue, alors avec une question, une problématique, et quelques philosophes, attendez de répondre à la question suivante. L'histoire a-t-elle un sens ? Est-ce que ces sens comme on l'entend par signification, ou c'est une cohérence et un ordre logique qui donne tout ce que fait un mot, ou alors au contraire c'est l'image de la flèche, le but, ce que l'on va tendre, et aussi la fin de cette flèche. C'est non seulement ce envers quoi on tend, la finalité, mais c'est aussi la fin en elle-même. Et vous aurez deviné qu'en 3e partie, ce qui est le plus facile, c'est de prendre le prisme de l'homme, parce que si on étudie l'histoire en tant qu'objet, il faut voir quels sont les sujets qui s'interrogent dessus, et ça, c'est nous. Mais sans vouloir vous spoiler davantage, on va tout d'abord commencer en démontrant que l'histoire, c'est relativement absurde. Pour ce cher Jean-Jacques Rousseau, l'histoire, c'est le récit du mal. La critique est tout d'abord posée envers les historiens, parce que ce sont à eux qu'ils reprochent que l'histoire, ce ne soit que celle des événements mauvais. Parce que ce qu'a fait Cunégonde en 1266 dans son pauvre jardin à bêcher des betteraves, ça, on s'en fout. Et d'ailleurs, je suis même pas certain que les betteraves existaient en 1266, mais ce n'est pas la question. On va tendre à raconter tous les vices qui se sont succédés et qu'a pu perpétrer l'être humain. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous anime. Et le souci en faisant ça, c'est qu'on a un récit relativement réducteur, et puis qui ne fait dévoiler que la phase la plus triste de l'homme, et la plus mauvaise. Ainsi, on a un tout d'histoire où la règle principale, c'est les événements mauvais qui se sont enchaînés, et de temps en temps, il se passe un truc bien, parce que quand même, on a déclaré les droits de l'homme. Hein. Enfin, les bourgeois ont déclaré les droits de l'homme. Parce qu'ils existaient, mais on les a déclarés. J'espère qu'on verra pas trop que je fais du droit. Mais enfin bon, c'est pas la question. Et puis outre ça, si on ne reste pas que sur Jean-Jacques Rousseau, mais on prend plusieurs thèses plus générales, parce que bon, parfois on se le permet aussi dans les copies, est souvent défendu le cycle absurde de l'histoire. Et là, on repense à Sisyphe. Normalement, je vous ai parlé de Sisyphe quand je vous ai cité « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». La question est... L'histoire est un enchaînement absurde. On monte la pierre en haut de la colline et une fois qu'elle est arrivée en haut, elle redescend et il faut aller la rechercher. Et ça se perpétue en cycle continu. Parce que le pauvre Sisyphe, il fait ça depuis l'éternité. Et pourtant, c'est bien son histoire à lui. Et c'est juste un cycle qui continue et comme ça jusqu'à l'infini et l'au-delà. Pour Marx, mais on y reviendra après, c'est la perpétuelle lutte des classes. Peu importe la société, c'est cette lutte-là qui ne fera que se perpétrer dans l'histoire. Parce qu'on n'aurait pas réussi à arriver au bien commun. Ou si je puis citer la Sainte Bible, rien de nouveau sous le soleil. Tout est un enchaînement continu à vrai dire, et rien ne se passe vraiment qui puisse révolutionner. On reste des êtres humains à refaire tout le temps les mêmes choses. D'ailleurs, les guerres ont beaucoup existé dans notre société, ce n'est pas pour rien qu'on les relate encore aujourd'hui, et elles continueront à exister, hélas, alors qu'on aurait dû apprendre depuis bien longtemps que ça faisait quand même pas du bien aux gens en général, non ? Mais par conséquent, ok, j'enregistre ça. L'histoire est absurde, il faut arrêter de toujours faire les mêmes cycles. Viens, on change maintenant. Ok, mais si on change, on a un autre souci, c'est que là, on va voir que des événements nouveaux à chaque fois. Et ça, c'est un problème aussi. Parce que si on écoute Héraclite avec le soleil et chaque jour nouveau, on a des événements qui sont tout le temps nouveaux, qui apparaissent en continu.
Est-ce que ça, c'est un récit logique du passé? Dans ce cas-là, il y aurait une discontinuité permanente de l'histoire. Il n'y aurait pas un récit continu, un ordre logique. Et peut-on vraiment penser que l'homme est guidé par quelque chose qui soit dépourvu de toute logique, dépourvu de toute raison, de toute forme de mouvance qui se répond à elle-même en continu? Ce pourquoi, pour pallier ce problème, d'aucuns diront qu'il y a une logique providentielle derrière ça. Et là, c'est le philosophe Alain qui vient sauver notre bateau qui est en train de couler dans les affres de l'absurdité. Parce que pour lui, l'histoire est déjà écrite avec un sens qui est déjà donné et qui pourrait nous échapper d'ailleurs, mais on s'en fout. Peu importe les effets que l'on met en place dans la société, l'histoire elle a un sens et elle va se réaliser quoi qu'il advienne. Enfin, si on s'arrête juste là-dessus, ce serait quand même vachement triste de se dire que peu importe ce qu'on fait dans notre vie, les choses adviendront et ça... c'est pas incroyable. Parce que par exemple, on pourrait être totalement dans une lassitude perpétuelle, puisque que je passe ou non mon examen, je vais le rater parce que l'histoire a voulu que je le rate. Et c'est ainsi qu'on va se bouger dans une mouvance un peu plus rassurante, si je puis dire. On va davantage chercher le fait que l'histoire ait un sens. Et on va commencer avec Hegel, qui est un génie quand même. Pour Hegel, l'histoire est la manifestation de la raison. L'histoire telle qu'elle est, elle a déjà une direction. Et cette direction-là, elle est significative. On serait de l'ordre de l'esprit qui est inachevé et qui, pour s'achever, utilise l'histoire. On comprendra bien qu'une fois cette histoire achevée, il n'y a plus d'histoire. La raison se sera accomplie et elle l'aura fait via nous. Et comment qu'est-ce qu'elle fait ça, l'histoire? L'histoire, elle a des outils. Elle passe par la dialectique. On passe par un négatif en vue d'obtenir un positif. Et ça tombe extrêmement bien, parce que du coup on comprend vachement mieux pourquoi est-ce que les histoires dépeignaient autant le négatif. Il y a 3 formes, 3 moments où se déroule cette dialectique. Il y a un événement, qu'il soit négatif ou positif, ce mouvement se fait en vue de créer son contraire, et l'humanité, qui c'est nous les représentants, elle fait la synthèse des 2 événements qui se contredisent. On passe à l'illustration. On a l'Égypte. L'Égypte qui, par son art, fait ressortir une sorte de symbolisme. Et puis, après, on a l'art grec. L'art grec qui se veut plus policé. Et puis, quelques centaines d'années après, on a le romantisme qui fait une espèce de synthèse entre les deux. Alors certes, faut la chercher, la synthèse, mais en soi... Mais c'est pourquoi on peut comprendre que tout le négatif qui s'est passé, c'est pas si grave que ça, parce qu'en somme, c'est pour une raison qui nous échappe, une raison qui est plus grande que nous. Et nous, peu importe ce qu'on fera, on sera manipulé par la ruse de la raison universelle qui nous dépasse. Et Raymond Aron dira d'ailleurs en ce sens, ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Kant, mon cher et adoré Kant, va développer la théorie de l'insociable sociabilité de l'homme. En ceci que la concurrence entre tous les hommes qui sont, elle va développer le meilleur de chaque homme en soi. Il n'y a plus d'histoire de raison qui se réalise, mais l'homme a le droit, voire le devoir, qu'il y ait une histoire. Une histoire en ceci serait une histoire qui aurait un sens. Parce que c'est en décrétant que l'histoire a un sens que celle-ci en gagne vraiment un. C'est certes de l'ordre de la croyance, mais cette croyance, elle va permettre de nous réguler dans nos comportements face à autrui. Parce que le souci, c'est que si on pense que l'histoire est absurde, on basculera dans quelque chose de beaucoup plus cynique et du coup beaucoup plus absurde. Je vous avais parlé de Marx tout à l'heure, on y revient. Marx et Engels. Où là, la thèse qui sera développée, ce sera la thèse de la lutte des classes continue, qui serait le moteur à forger l'histoire telle qu'elle est. Les classes, telles qu'elles sont, les classes socio-économiques, produisent des inégalités. Ces inégalités-là provoquent des comportements, et tout viendrait du fait qu'on ait une propriété potentiellement chacun, mais pas tous la même. Et à ça, il faut réagir. Et comment on réagit? En mettant fin à ces inégalités. Et il n'y a pas 10 milliards de personnes qui vont faire ça, ce sera l'homme et lui-même qui résoudra le problème qu'il a lui-même engendré. Enfin, le problème qui existe et qui se réalise par l'homme. À savoir la lutte des classes. Et tout le monde y sera content et tout le monde y sera joyeux quand on arrivera à un système où tous les biens seront en commun, le communisme. Cette thèse, bien qu'elle soit discutable, il y a une chose qui n'est pas discutable, c'est que l'homme, elle est faite par les hommes, elle est interprétée par les hommes aussi. Et c'est ce qui fera la dernière partie. Et cette dernière partie se conclut par un philosophe qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, j'ai nommé Ricoeur. Parce que si l'histoire elle est interprétée, elle est certes interprétée subjectivement, puisque ce sont des hommes qui la font, donc elle passe par le prisme de l'humain, le prisme du sujet. Néanmoins, cette subjectivité, elle est certes nécessaire, mais elle peut être soit de bonne, soit de mauvaise foi. Et cette subjectivité de bonne foi, c'est une objectivité à laquelle on tend. On essaie de se détacher de le fait qu'on passe par le sujet qui est soi-même en fait, mais qu'on essaie de dépasser. Or, les choses étant ce qu'elles sont, on est obligé d'interpréter et donc d'injecter un sens, peut-être là où il n'y en a pas d'ailleurs. La seule condition étant d'essayer de faire primer les faits, tels qu'on peut les observer encore, à la simple lecture subjective, pour tendre à l'objectivité. Enfin, la subjectivité de bonne foi. Et l'histoire telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est la recherche des causes qui ont donné certains événements donnés. On proposerait des hypothèses où c'est au lecteur de se faire son propre avis sur ce que c'est que l'histoire, en essayant d'être subjectif, de bonne foi. C'est ainsi que l'histoire est
herméneutique, c'est-à-dire qu'on passe nécessairement par une interprétation. Ainsi, on a pu penser dans un premier temps que l'histoire c'est quelque chose d'absurde, avec des successions d'événements qui n'avaient pas forcément de suite logique. Et peut-être que justement, dans un deuxième temps, il y avait quelque chose qui nous dépassait, quelque chose qui était au-dessus de nous et qui avait un sens, mais qu'on comprenait pas forcément. Et d'ailleurs, quand on essaye de comprendre ce sens, il faut être le plus objectif possible. On va prendre tout plein de faits qu'on aura pu découvrir du passé, on va essayer de les recoller ensemble et d'en faire une espèce de suite logique la plus objective possible. Sauf que l'histoire telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle passe aussi par le prisme des croyances, les croyances qui ont fait un peu ce que nous sommes aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a encore des gens qui pensent qu'à la préhistoire, il y avait des gens qui se baladaient avec des peaux de bêtes à peine rapiécées et puis qui se battaient avec des gourdins et où la femme est restée faire le pot alors que le mec il allait chasser du mammouth. Et est-ce pour autant que ces personnes-là donnent une vision totalement objective ? Évidemment que non, puisque ce sont leurs études à eux qui nous proposent une sorte de savoir. Et en fin de compte, ça serait peut-être à nous de faire la synthèse entre tout ce qu'on nous a dit, et puis d'avoir notre propre avis, en essayant de pas trop le biaiser. Et d'ici la prochaine fois, peut-être bientôt, je vous dis namasté.